C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Chers auditeurs, merci pour la confiance que vous nous témoignez chaque fois en suivant C'est le temps qui fait la panique. Ces programmes alertent sur la prolifération des discours dangereux dans la région. Chaque semaine, ces magazines analysent la puissance du langage, des mots et des discours dans notre société. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur les langages obstructionnistes. Comme vous le savez, en période de crise ou de tensions, les autorités sont en première ligne pour chercher des solutions aux problèmes qui affectent leur population. Pour y parvenir, elles doivent recourir à plusieurs voies, celle qui est trop souvent privilégiée étant la voie diplomatique. Tout à fait, Roneli. Antibonera, ce langage de dialogue privilégie la recherche de compromis et d'entente en vue d'un règlement pacifique de la crise. Dans la plupart des cas, ces démarches nécessitent la mobilisation des populations des États concernés derrière leurs dirigeants afin que le compromis obtenu ait du poids et de la légitimité. Cependant, Babel Mpongo, le plus surprenant est de voir que certains militants ou une partie de la population s'opposent systématiquement aux solutions proposées pour trouver un compromis. Certains n'hésitent pas à qualifier leurs dirigeants, je cite, des traîtres. Que faire quand ce langage devient la norme et quelles en sont les conséquences pour toute la société? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier est Eugène Kandolo, expert en communication et leadership, conférencier éclectique et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur le développement personnel. Il est également consultant pour de nombreux organismes en matière de gouvernance, d'égalité de genre et de participation en politique. Nous disons bonjour à vous, Eugène, et merci d'être présent dans ce studio. Bonjour et merci pour l'invitation. Notre deuxième invité est Grace Chiunza Tantamika, praticien du droit et figure reconnue dans la lutte contre l'impunité et la corruption en République démocratique du Congo. Il œuvre pour la justice, la transparence et les droits fondamentaux à travers de nombreuses initiatives, notamment celles liées à la paix. Bonjour Grace Chiunza et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors après cette présentation, place à l'écoute du premier extrait de notre sketch radiophonique. La scène nous plonge au cœur d'une discussion entre étudiants dans une salle de leur campus où une crise a entraîné la suspension de leur championnat de génie en herbe. Suivons et retrouvons-nous juste après. Ma chérie, ça va, hein? Je te dis, mais réunion un jour, c'était vraiment... Les gars, les amis, votre attention s'il vous plaît, les gars. Quoi encore? On peut commencer la réunion, hein? Merci. Bon, comme vous le savez, on est là pour essayer de trouver une solution à la crise qui a entraîné la suspension du championnat des génies en herbe. En tout cas, on sait tous que c'est la faute de l'autre faculté. S'il vous plaît. Pardon. Écoutons d'abord Kitoko. Elle est là en tant que représentante de l'une des facultés impliquées dans les conflits. D'accord, merci. Elle a une solution à nous proposer. Vas-y, merci, madame. Amani, merci. Bon, les amis, franchement, je pense qu'il est temps de faire un pas vers l'autre camp. Hein. On est obligé de mettre de l'eau dans notre vin pour en trouver un accord. C'est seulement à travers un dialogue sincère qu'on aura enfin le clé pour sortir de cette crise, pour que les championnats puissent reprendre, les amis. C'est une blague? Kitoko, c'est quoi ces délires? Maintenant, tu veux qu'on se courbe devant eux? Doucement, calme-toi. C'est pas le moment de lancer des pics. Tout le monde doit parler pour construire, pas pour attisser le feu. Voilà. Non, arrête de parler de tout le monde. Arrête, s'il te plaît. Si tu as choisi de faire copain-copain avec nos rivaux, c'est ton problème. Non, laisse-moi finir. Mais n'embarque pas tout le monde dans ton délire. Attends. N'embarque pas tout le monde. Tu parles avec copain là. Calme les gars, dis calme. On n'est pas là pour se battre entre nous, les gars. On veut avancer, pas se détruire. Les gars, allez, on respire un bon coup là. Et on reprend la discussion dans les respects, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de problème. Non, mais arrête de parler au nom de tout le monde.
Si tu as choisi de faire copain avec nos rivaux, c'est ton problème. Mais n'embarquez pas tout le monde dans ton délire, s'exclame un étudiant. Eugène Kandolo, quel regard portez-vous sur ces recours à un langage obstructionniste et pourquoi semble-t-il devenir la norme pour de nombreux acteurs sociopolitiques en République démocratique du Congo? D'entrée de jeu, il faut dire que c'est une situation assez complexe qui a plusieurs causes, dont quelques-unes, je peux citer par là, le fait de la théorie du complot. Il y a quelque part dans le subconscient de la population, une idée que chaque initiative qui viendrait peut-être de la communauté internationale, ou bien qui est endossée par une démarche globaliste, est un complot contre eux. Deuxième cause, c'est que les plus souvent, les gens pensent que c'est une question qui concerne que ceux qui dirigent. Pourquoi ? Parce que le nationalisme ou le patriotisme est en opposition avec notre regard vis-à-vis de ceux qui dirigent. Je vais expliquer. Quand vous vous réveillez le matin, vous apprenez que tel ministre a volé 26 millions, tel autre a volé 17 millions, et par conséquent, en fait, tout ce qui se passe, tant que ça risque d'entrer en ligne de ce qui peut être considéré comme positif dans le bilan de ces ministres, on le raille. Même si c'est pour notre bonheur, on utilise le langage obstructionniste pour empêcher à ce que le ministre qu'on déteste, avec lequel on a pris de distance, le gouvernement qui n'a pas sanctionné ce ministre, qu'on considère que tout ce qu'ils font, ils ne le font pas pour notre bien, qui n'est fait que pour leur propre gloire. Et c'est comme ça que ça ne peut pas suivre. Alors, ces refus systématiques de prendre en compte toute solution est-il approprié lorsque l'on veut trouver une issue à une crise quelconque? Ce qu'il y a deux acteurs ici. Il y a d'un côté ceux qui dirigent et de l'autre ceux qui sont dirigés. Et voyez-vous, nous sommes dans un pays où la plupart des gens ont pris l'habitude de regarder par exemple la politique comme si c'était le théâtre à la télé. Ils ne se rendent pas compte que ça les concerne réellement, qu'il s'agit des décisions. Il suffit qu'il y ait même une décision, même si elle est mauvaise ou bonne, les gens prennent beaucoup plus le côté caricatural. Je prends un exemple. On a eu cette histoire de jeune fille enceinte à l'école. Mais il n'y avait pas de débat de fond sur la pertinence ou non. Et on a laissé le vrai débat. On est allé beaucoup plus dans le sensationnel. Et avec l'effet de buzz, un buzz chasse un autre. Après 48 heures, dès qu'il y a autre chose, on passe. Et malheureusement, c'est comme ça que de plus en plus, on accumule des retards de la réalité de faits qui pouvaient être abordés avec sérénité, parce qu'il y a cette dualité d'un côté où on pense que ça ne concerne que les dirigeants, et de l'autre, tout ce qu'on a comme réflexe, c'est de trouver comment les caricaturer, comment en fait le faire tourner en dérision sans vraiment regarder froidement la question et analyser les pour et les contre. Qu'est-ce qui peut être bon pour notre société? Merci Eugène Kandolo pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers vous, grâce à Chionza. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi l'opinion publique en cette période de crise et de souffrance dans l'Est de la République démocratique du Congo penche davantage pour un langage de bravoure et de résistance plutôt que pour un discours axé sur les compromis pacifiques? Est-ce qu'on peut parler dans ce cas précis d'un manque de bonne foi? Il se pose un sérieux problème. Dans notre pays, nous avons plus affaire à des situationnistes, des opportunistes et de politiciens sans vision. Et là, ça dégage automatiquement une crise de personnalité et de responsabilité. Vous avez des politiciens, lorsque, je prends un exemple typique, Goma est tombé, Bukavu est tombé, des leaders d'opinion qui peuvent sensibiliser les masses se sont réservés. Pourquoi? Parce que d'emblée, ils expriment automatiquement ces langages ambigus. Vous dire, peut-être que les choses vont changer. Si nous prenons aujourd'hui deux positions, donc demain, nous manquerons de place. Et c'est ça les traits caractéristiques de l'homme politique qui gouverne la République démocratique du Congo. Pour eux, ce qui compte, c'est la future fonction. Ce qui compte, ce sont de futures opportunités et le lendemain de leur population ne compte pas. Et c'est ce qui explique ce penchant pour le langage de bravoure. Mais exactement. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous ayons ces dirigeants qui sont prêts à tout pour sauver les siens, donc la population. Parce que chez nous, moi je suis de Tnilouba, nous disons Mukalenga wa Bantu, Bantu wa Mukalenga. Le chef est pour
le peuple pour le chef. Mais contrairement ici chez nous, nous avons des chefs qui sont là seulement pour opprimer la population et ne pas compatir avec sa population. Et exactement, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de l'Est. Vous avez toute cette souffrance-là, vous savez, celui qui n'a jamais été à Rutshuru, à Masisi, si vous le relatez, il y a des dirigeants, il est ministre. Il est ministre, mais il n'a jamais été là-bas pour palper du doigt ce qui se passe là-bas. Et tous les cris de victimes, pour eux, ce sont des opportunités pour se positionner. Malheureusement, ces politiciens sont encouragés, n'est-ce pas, par ce système qui se maintient et qui ne veut pas se déraciner, où lequel de système entretient les antivaleurs, entretient l'impunité, entretient la corruption, et un homme sans personnalité. Donc, dans son œuvre, vous avez la corruption, vous avez toute forme d'inversion de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas s'assumer et défendre son peuple. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un président de la République qui essaye de tout faire pour bouger les choses de ce côté-là, pour redonner l'espoir à sa population. Est-ce qu'il existe un lien de causalité justement entre ceux qui s'opposent à toutes les solutions et la frustration ambiante? Je pense qu'il y a des liens de perpétration entre ceux qui s'opposent à toutes les solutions. Pourquoi ? Parce qu'il y a le désespoir qui s'est installé. La crise a longtemps duré et aucune solution efficace n'a été proposée. Maintenant, toutes les solutions qu'on essaye d'aménager pour la victime directe de cette crise estiment que ce ne sont que des procédés de façade. Voilà pourquoi aujourd'hui ça crée une opposition. Mais cette opposition, ça peut être une aubaine pour ceux qui dirigent. Pourquoi ? J'ai évoqué ici, dépasse ce langage ambigu, la crise des personnalités, la crise de leadership et la crise des responsabilités. C'est cette crise de personnalité, cette crise des responsabilités, pouvoir s'assumer de sa position, crée en sorte que toutes les solutions proposées devant la population meurtrue, ces solutions-là croisent une opposition. Le peuple pense que le seul langage qui le sauverait face à cette situation qui a longtemps duré, c'est un langage de bravoure. Un langage où nous disons tous les individus naissent libres et égaux en dignité, en droit conforme de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 12e de la Constitution du février, qui dispose que tous les individus naissent libres et égaux en dignité, en droit. On ne peut pas accepter que nous, égaux à ceux qui nous dirigent ou à ceux qui nous tuent, nous pouvons nous sommes là en train de croiser nos bras. Il faut que d'un côté s'organise le Wazalendo, de l'autre côté ceux qui exercent des pressions médiatiques comme nous autres, pour que des solutions efficaces soient proposées. Merci pour cette analyse, Gracé Tchunza. Retournons maintenant au campus pour retrouver nos amis étudiants. Ici, la tension monte à un niveau préoccupant, faute de compromis sur les solutions proposées pour résoudre la crise. Suivez. C'est Mbouy qui ne comprend pas en fait. Je ne veux pas comprendre. Ah, mais pardon, écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire les shows de la guerre. Non, on a déjà vu que ça mène à rien du tout. Dommage que Mbouy et d'autres pigent pas ça. On comprend d'un côté. Mais tu sais, au moins Mbouy dit ce qu'il pense. Toi qui toques dans notre fac, on sait que tous tes beaux discours, c'est pour nous embrouiller, on le sait. Pardon. Explique, comment ça? Mais tu fais semblant d'être le leader pacifiste. Moi? Tu fais semblant, mais on n'en a pas besoin. On devrait plutôt se battre, résister, pour imposer notre point de vue. À moi, je fais semblant. Tu vois, Kitoko, je te l'avais dit, ton blabla pacifiste est là. Ça passe pas avec ces sauvages de la faculté de Mbouta. On n'est pas dupes, hein, les gars. Kitoko, tes discours peace and love, là, hein, ça vise juste à nous endormir pour mieux nous planter dans le dos. Franchement, on est là pour régler nos problèmes ou pour les envenimer. Arrête en fait. De je suis faire surprise, passer là pour la victime. Kitoko, arrête-moi ça, hein, comme si t'étais la sainte et nous des démons. Non, tu sais très bien que ta solution, soi-disant pacifique, n'en vaut rien. Kitoko, franchement, tu nous déçois. Non, mais s'il vous plaît, en fait, pardon. Essayons de parler calmement.
Tu fais semblant d'être le leader pacifiste, mais on n'en a pas besoin. On devait plutôt se battre, résister pour imposer notre point de vue. Monsieur Eugène Kandolo, le langage d'obstruction, c'est-à-dire l'opposition systématique aux propositions ou solutions politiques, voire diplomatiques, est-il un produit de la démocratie ou simplement contre-productif? L'obstruction, ici, il faut le prendre sur 3 dimensions. Vous avez dit que c'est un langage, effectivement, d'opposition systématique. Mais si on veut vraiment partir dans son aspect beaucoup plus radical, on va voir que la première manche des gens qui portent cette obstruction sont des opposants. Ceux qui font l'opposition. Et ils les font de manière systématique le plus souvent par mauvaise foi. La deuxième catégorie, c'est la population. La population ici, elle ne le fait pas forcément systématiquement, mais 2 fois selon les tempéraments. Mais surtout, c'est sur base de la méfiance. Parce que on voit mal quelqu'un qui n'a pas résolu un problème simple qu'il peut résoudre, par exemple le problème de l'éducation, d'accès à manger basique, qu'il puisse nous dire qu'il peut résoudre, par exemple, un problème de guerre. Maintenant, il y a une 3e catégorie, c'est en fait des analystes. Ce sont des personnes rationnelles. Pour eux, en fait, s'ils ont des indicateurs en face d'eux qui peuvent permettre de manière claire de montrer par un benchmark qu'on peut partir de ça à ça et ils réfléchissent non pas émotionnellement, mais ils mettent la rationalité. Ils ne veulent pas être bêtes, ils ne veulent pas en fait tout gober. Ils peuvent même aimer le dirigeant, mais ils ne s'empêchent pas d'enlever leur cerveau au-delà du fait qu'ils ont soutenu un dirigeant, qu'ils ont voté un dirigeant, qu'ils ont même battu campagne pour lui. Comme je l'ai dit, c'est 3 dimensions. Pour les opposants, c'est de la mauvaise foi, mais 2 fois c'est ridicule. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'oppose à un gouvernement que l'on devait s'opposer à tout ce qui est fait dans le bien de la population. Parce que ici, l'idée, c'est que les gens pensent que comme je ne suis pas au pouvoir, tout doit capoter. Tout ce qui doit être fait doit capoter parce que moi, je ne suis pas au pouvoir. Et Grace l'a dit tout à l'heure. Et pourtant, on a vu des gens qui, hier, ont traité Kabila du diable. Ils ont même subi, on a vu des gens, les procès sur la civière et tout ça, mais on ne comprend pas comment ces gens, 32 ans dehors, à côté du même Kabila, juste parce qu'il ne s'est pas retrouvé, il n'était pas peut-être patient, et comme il n'est pas dans le système, il préfère s'opposer, même s'il faut aller se mettre dans le bras du diable. Aujourd'hui, les faits sont en train de nous donner raison et je suis content que la rationalité l'emporte toujours sur l'émotionnel et sur ce qui s'est fait à fleur de la peau. Oui, monsieur Kandolo, est-ce que le langage d'obstruction, c'est-à-dire d'opposition systématique, toute solution politique, est-ce que cela peut aussi affecter les démarches entreprises dans un cadre bilatéral? Absolument. On a vu des opposants aller dépenser de l'argent, faire des lobbying pour que ce qui est fait par le gouvernement ne marche pas. Ça quitte en fait la dimension de la mauvaise foi, mais ça devient un peu la sorcellerie en fait. C'est-à-dire, vous allez combattre votre propre pays pour qu'il soit mis à genoux, pour qu'on ne puisse pas trouver de solution pour le peuple que vous pensez diriger. Parce que vous dites que vous êtes une alternative. Ça veut dire que quand vous voulez prendre le pouvoir, c'est pour apporter des solutions. Mais on veut apporter des solutions. Vous faites un lobbying pour que ces solutions n'aboutissent pas. De manière simple et pratique, quelles sont les conséquences quand on s'oppose à tout? Ça veut dire il y a un problème au sein de la communauté. Nous sommes en face d'une crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. On vient avec une solution, vous refusez la solution. On vient avec la seconde, vous refusez la seconde. On vient avec la troisième, vous refusez. Quelles seraient les conséquences d'une telle attitude adoptée? Les conséquences, c'est qu'il y aura la réticence au niveau de l'opinion publique. Le peuple ne croira plus à ses dirigeants. Il y a ces réserves-là, ces doutes-là qui s'installent et qui renforcent la personnalité du peuple, de ceux qui sont dirigés. Et finalement, personne ne sait croire en vous et ça devient une politique qui sent le maître du mot, le peuple souverain. Pourtant, nous sommes dans notre constitution qui dit tout pouvoir émane du peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple, article 5 de la Constitution. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par référendum et indirectement à travers ses représentants. Mais vous avez carrément des pouvoirs qui ne sont pas accompagnés par l'adhésion populaire. Pourquoi? Parce que ce langage ambigu qui n'exprime pas clairement l'essence de responsabilité a pour vocation d'imposer les doutes dans le chef de l'opinion publique.
Merci encore Grasso Tchunza pour cette analyse qui nous conduit à la dernière partie de notre émission. Mais avant cela, retrouvons nos amis les étudiants dans un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois, ils prennent conscience de leurs attitudes et tournent la page sur leur réflexe de s'opposer à tout, y compris aux voix qui semblent porteuses d'espoir. Écoutons. Je suis là pour ton bien. Non, je bouge pas. Parce que là, on te parle calmement. Calmez-vous un peu. Non, mais Amani, je comprends pas. Calmez-vous. Moi, j'ai pas échangé avec elle. Mounessiki Kwanza, Mounessiki. Au lieu de traiter Kitoko de tous les noms et vouloir la virer, essayons de capter ce qu'elle veut dire. Merci, papa. Merci. Franchement, les paroles des faibles, ça ne compte pas. Elle était censée représenter l'énergie de notre équipe. Mais là, elle nous ridiculise avec son discours des faibles. Elle flippe de tout. Non, moi, j'ai ridiculisé Bino. J'ai fait ça. Sérieux? J'ai l'impression qu'elle a fait alliance avec l'autre camp, avec son délire de je négocie tout. Elle joue petit bras, elle. Non, mais tu ne crois pas que c'est plutôt toi qui as mal pigé son discours? Elle propose des solutions, mon gars. Attends, toi aussi, tu essaies de la défendre? Pourquoi tu dis ça? Écoute, elle montre que ce n'est plus le moment de se balancer des pierres, les gars, mais de parler un langage qui ouvre les dialogues. Exactement. Ces propositions allaient pile dans ce sens. C'est ça. À quoi ça sert d'être toujours en mode non? Ces refus constants, ça produit rien de constructif, les gars. Ça permet juste de fermer les portes et renforcer les tensions entre nous. Et franchement, qu'est-ce que vous gagnez d'un côté comme de l'autre en rejetant les paroles conciliantes de Kitoko? Qu'est-ce que vous gagnez? Bon. Répondez. Moi, je vais dire... Oui, on t'écoute. Bonjour. Dis juste que t'es d'accord que si rien ne change dans vos langages, les tensions vont continuer à monter, pas vrai? Tu peux avoir raison. Écoute-moi bien. Chaque fois qu'on met face à face les langages de paix et celui des contestations, on passe à côté, les gars. Chaque fois, on rate l'occasion de créer un climat apaisé, celui qui pourrait vraiment permettre aux deux camps de trouver des solutions durables. C'est ça. À quoi ça sert d'être toujours en mode non? Ces refus constants ne produisent rien de constructif. Ça ferme juste les portes et renforce les tensions. Et franchement, qu'est-ce que vous gagnez d'un côté comme de l'autre en rejetant les paroles conciliantes des Kitoko? Je reviens vers vous, Eugène Kandolo. Que faire pour éviter que les langages de refus systématique ne contribuent à l'inaction politique et comment transformer notre communication pour qu'elle devienne un levier d'action plutôt qu'un frein? L'obstruction dont on parle ici, c'est un phénomène social qui sévit dans un contexte bien particulier. Il n'y a pas de solution prête à porter. Il faut sociologiquement étudier les causes. Comme j'ai énuméré tout à l'heure, j'ai catégorisé, il y a 3 catégories. Tout cela a une assiette. La première des assiettes, c'est la déprogrammation positive de mentalité. Et moi, j'étais parmi ceux qui étaient heureux quand j'avais appris à l'époque que le chef de l'État avait dit que le chantier des chantiers, c'est la construction de l'humain congolais et qu'il a appuyé cela par cellule de coordination des changements de mentalité, mais qui, à mon sens, avec analyse froide, sans passion, je me rends compte que des années après, cet instrument ne sert à rien parce qu'aucune mentalité n'a été changée. Et c'est bien dommage parce que c'était un outil efficace pour pouvoir aller. En fait, on ne devrait pas aborder les choses avec superficialité. Donc la question dont on parle ici fait partie aussi des indicateurs de mauvaise mentalité. Parce que tu ne peux pas être un politique parce que tu es de l'opposition et que tout ce qui est fait bien pour l'intérêt de la nation, toi tu t'opposes et tu te bats même pour que ça ne marche pas. Et ce politique, on ne le convainc pas comme ça. Il faudrait créer un cadre. Il faudrait qu'il y ait une approche effectivement curative pour ceux qui se sont déjà enracinés dans des mauvaises mentalités, dans cette opposition systématique. Mais aussi qu'on puisse avoir une approche préventive pour que cela ne puisse pas se perpétrer parce qu'il y a des jeunes qui arrivent. Est-ce que ces comportements, on pourrait le stopper? Et ça, c'est tout un vaste programme qui devait être pris en charge par la cellule de coordination des changements de mentalité en collaboration avec le ministère de la Jeunesse qui avait en sa charge la nouvelle citoyenneté. On ne peut pas, en fait, aujourd'hui,
apporter des solutions, même à ses opposants, si on ne leur a pas donné un cadre. Et le cadre, c'est un programme vaste, comme je l'appelle, la déprogrammation positive de mentalité, avec des séquences et des indicateurs qui permettent de nous dire ça nous renvoie à ce que dans 6 mois, on peut avoir tel comportement. Et y compris les comportements d'opposition. Il y a de pays sérieux où quand il y a des questions d'ordre national, on ne transige pas, que ce soit opposition ou majorité. Est-ce que vous pensez qu'un langage plus positif peut influencer la position des parties prenantes lors des discussions autour de la résolution d'un conflit? Exactement. Je pense qu'un langage responsable peut influencer la résolution de ce problème. Voilà pourquoi j'ai essayé de proposer, pour y remédier à ces langages ambigu qui ne renforce pas ou qui ne fait qu'exposer une crise de personnalité de nos dirigeants, il faudrait d'abord, de côté des journalistes, il faut former des journalistes à avoir des langages professionnels, des langages qui cadrent avec leur vocation de journaliste. Et c'est à tous les niveaux. Alors, il faut adopter l'adoption d'un langage vérité et de responsabilité. Il faut dire, selon que c'est noir, il faut dire noir. Selon que c'est rouge, il faut dire rouge. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où, nous qui avons peut-être des tendances proches du pouvoir, on restreint votre liberté de dire qu'ici, ça ne va pas. Donc, on va te dire, permettez-moi en lingala, awa na politique ezalaka aboui. Soko moni mwindu kangamisu. Mususu so mono kangamisu to moni mwindu obite mwindu anezaki mwindu teza pembe. Donc, une fois que tu essaies de dire que non, moi j'ai vu que c'était noir, on te crée des problèmes. On te suspend, on te révoque et tout ce qui s'ensuit. Il faut que nos dirigeants adoptent un langage de vérité et de responsabilité. 3. Encadrement institutionnel. Vous avez des autorités qui ne savent pas exprimer leur discours en public. Et parfois, ils ne savent pas que ce qu'ils disent là, ça peut ébranler tout un pays. Un président d'une institution est à l'aise d'exprimer un langage qui peut exposer toute une république. Alors là, il faut éviter ça. 3. Il faut impliquer les leaders religieux, coutumiers, intellectuels. Donc, des intelligences objectives, sans tendance, qui peuvent réfléchir autour de certaines questions qui frisent la paix dans notre pays. Donc, des esprits libres, il faut les impliquer. Des gens qui ne subissent aucune influence d'une autorité, mais qui sont censés travailler pour un véritable changement. Également, éducation civique, nous avons un peuple qui a besoin d'être éduqué. Nous avons un peuple qui a besoin d'être sensibilisé autour du civisme. Un peuple qui a besoin de connaître c'est quoi sa patrie, l'importance de sa patrie. Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma patrie. J'aime évoquer l'exemple de la Russie. Une fois que l'enfant naît, à l'âge de l'instruction, on apprend la théorie du bébé riche. Le bébé riche, vous savez ce que ça veut dire? Il dit, aujourd'hui, tu aimeras la Russie plus que toi, plus que ta vie, plus que tes parents. Parce que tes parents peuvent mourir, la Russie te donnera toutes les chances possibles. Très chers auditeurs, c'est ici que nous bouclons ces 43e numéros de Téléthon qui fait la panique. Lutter contre les langages obstructionnistes ne signifie pas rejeter toute prudence ou complexité dans les débats. Il s'agit plutôt de reconnaître quand les mots deviennent de murs plutôt que des ponts. Les acteurs ont ainsi la responsabilité de questionner leur propre prise de position, d'identifier les discours qui freinent l'action et de rejeter les statu quo lorsqu'ils nuisent à l'intérêt général. Toutefois, chers auditeurs, cette démarche exige du courage. L'idée n'est pas de créer une communauté uniforme, mais d'éclairer en cultivant une vigilance collective face aux discours qui anesthésient le changement. Nous pouvons créer un espace où les mots servent réellement à construire, à mobiliser et à agir pour faire avancer les initiatives, tout en vous rappelant constamment votre rôle dans la construction de la paix et du vivre ensemble. Merci à nos invités et jeunes Kandolo et Grace Tchunza pour leurs précieuses contributions. Merci à Patrick Kassombois, à la régie technique et à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Ce programme est à suivre en rediffusion le samedi à 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou en podcast sur www.radiokapi.net et www.abarirdc.net. Et surtout, prenez soin de vous et du langage que vous employez, car on dit
Quand le mot freine, l'action s'éteint. Nous serons donc très heureux de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode sur votre radio. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.